BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission Conso et Retail. Je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2023 à vous et à vos proches. Quel est le bilan des fêtes de Noël pour les commerçants et la grande distribution? On fera le point avec notre expert d'Altavia, Laure Barillon, et aussi dans le journal d'Eva Jaco dans un instant. C'est le cauchemar en cuisine après les boulangers, les restaurants et les traiteurs redoutent le pire pour les prochains mois. Les factures des professionnels flambent. On fera réagir notre invité à ce sujet, Laurent Pfeiffer, président de la maison Dalloyau. Et puis en deuxième partie de l'émission, on fera place à l'innovation. Comment le numérique peut-il aider les professionnels du secteur? Focus sur une pépite, c'est la pâtisserie numérique avec sa présidente Marine Corré-Baillet. Mais tout de suite, on accueille notre premier invité. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Pfeiffer. Bonjour, vous êtes président de la maison Dalloyau qui fête ses 340 ans. À mes côtés également Laure Barillon. Bonjour, vous êtes consultante chez Altavia Native. Alors Laurent Pfeiffer, commençons par parler du bilan des fêtes qui est plutôt contrasté. Vous l'avez dit, on constate plutôt une reprise du traiteur événementiel, même si l'activité B2C parisienne est plus contrastée. Oui, l'activité traiteur événementiel a démarré chez nous qu'au mois d'avril. Sur le premier trimestre, on avait encore des mesures de restriction, donc on n'a pas pu travailler. Et le bilan sur une année complète sera à peu près à moins 10%. Et ça, c'est un bilan sectoriel. Ça veut dire que si on avait pu travailler sur le premier trimestre, on serait en positif. Je me compare à 2019, en fait, qui est nos derniers chiffres de référence, sachant que malheureusement, 2020 et 2021, nous n'avons pas travaillé sur cette activité-là du tout. Et côté B2C, écoutez, les fêtes, nous, on est à isopérimètre par rapport à l'an dernier. Pour une maison comme Dalloyau, on a livré 1500 commandes le jour de Noël. Le jour de Noël, c'est 20% du chiffre d'affaires mensuel. Ah oui. Et Noël plus le 31, c'est 40%. Donc c'est deux dates qui sont très très importantes. On a noté un peu moins de trafic le jour de Noël, mais je pense que les problématiques liées au transport ferroviaire ont fait que les gens ont pris leurs précautions, sont partis plus tôt en famille et ne sont pas partis avec les sacs. Les grèves des transports. Voilà. Mais par contre, le 31, on était au-dessus de l'année dernière. Donc en fait, les deux se compensent. Voilà. Mais en plus, on a une clientèle touristique qui était là. Alors elle a mis longtemps à revenir au courant 2022. On a vu d'abord les Américains arriver, après on a eu le Middle East, et puis après on a vu enfin les Asiatiques revenir. Donc voilà, aujourd'hui à peu près tout le monde est là. Et voilà, donc on espère une année 2023 riche en gourmandise. Donc plutôt une bonne reprise pour terminer l'année. Alors l'entreprise a travaillé au redéploiement de ses activités depuis 3 ans lors de la crise sanitaire. Vous avez déployé des salons thé dans les gares parisiennes, mais aussi des espaces de restauration au sein de la Samaritaine. Quelle est votre feuille de route pour 2023 ? Quelle est votre stratégie de distribution ? Notre feuille de route, enfin, c'est d'ouvrir des salons de thé, pâtisserie avec l'offre de snacking traiteur et sur commande toute l'offre globale traiteur classique de Dalloyau qui a fait les lettres de noblesse de Dalloyau et ça sur commande. Ce qui nous permet de pouvoir en fait ouvrir plusieurs formats. On a ouvert effectivement Travel Retail dans les gares parisiennes. Vous nous voyez, gare de Lyon, gare Saint-Lazare, gare d'Austerlitz, Lille-Flandre, Lyon-Pardieu et bientôt gare de l'Est et bientôt aéroport de Paris. Donc, mais c'est des formats en fait plus petits que le format que l'on ouvre en centre-ville, mais ce sont les mêmes formats avec la même offre. On a pu le déployer également, il va y avoir une ouverture à Casablanca, une ouverture à Doha, parce que ça correspond en fait à la demande du moment, où les gens ont besoin de sérénité, ont besoin de s'asseoir, ont besoin de goûter les produits en même temps. Voilà. Et donc en fait, on a modifié complètement le schéma de nos endroits, en fait, qui était très, on va dire, pâtissier-traiteur classique. En fait, on vient chercher ces produits, mais en même temps, on peut les déguster, on peut les savourer et prendre un bon moment. Voilà. Donc et on a à peu près 28 ouvertures en 5 ans, en fait, qui sont prévues. France et internationale, et qui sont déjà, comme on dit, dans le pipe. Et vous êtes très présent au Japon aussi, oui, avec 22 on a 22 boutiques. points de vente au Japon. Alors c'est
Donc les Japonais adorent vos macarons. Oui, c'est très ancien. C'est depuis 1984 qu'on est au Japon. On était les premiers à y être. On a un très gros atelier de production sur place parce que comme c'est que des produits frais, il faut à chaque fois, dans chaque pays en fait, on crée un atelier de production en fait pour pouvoir répliquer nos recettes. Donc on a 22 points de vente, on en a 5 en Chine, à Hong Kong, dont un restaurant gastronomique avec un chef français, Nicolas Boutin. Et puis en France, on est sur Paris, Lille, Lyon et Marseille. Et vous êtes diversifié aussi avec une offre de restauration, un restaurant rue Saint-Honoré. Pourquoi avoir choisi d'élargir cette la rue Saint-Honoré, elle est mythique. Juste pour vous faire 10 secondes d'histoire, Dalloyau, c'est 1682. Louis XIV, qui était pourtant fâché avec le Grand Condé à Chantilly, après la fachade, va le voir. Il goûte le pain blanc à sa table, il tombe amoureux du pain blanc, il dit « moi je veux celui qui le fabrique », hop, et il met Charles Dalloyau à la cour en 1682. Et il y a une dynastie des Dalloyau pendant toute la royauté, jusqu'à la Révolution française. Il y a tous les métiers de bouche de Dalloyau sont au service des rois. Révolution française, et Jean-Baptiste Dalloyau, poste en 1802, ouvre la première maison de gastronomie à Paris, au 101 rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc c'est l'adresse un peu historique. C'est ça, et c'est au premier étage donc, que vous... Voilà, et au premier étage, on a ouvert un peu plus tard un restaurant, parce que finalement, on en a un aussi à Marseille, on en a un à Hong Kong. En fait, à partir du moment où on sert, si vous voulez, on fait 2500 opérations de traiteurs événementiels, et des fois, vous avez 4-5 000 personnes en salle, donc voilà, autant les servir également chez nous. Donc, suivant les formats et la taille des emplacements, on va jusqu'à la restauration. Et vous nous avez amené aujourd'hui quelques créations sur ce plateau que vous proposez peut-être dans votre restaurant. On vous a amené la galette star en fait de cette année. On fait toujours une galette en série limitée. Cette année en partenariat avec Kuchten, la maison de Cachemire, tout simplement parce que sa fondatrice, en fait, son anniversaire c'est le 6 janvier. Et en fait, elle a toujours mangé une galette Dalloyau pour son anniversaire. Et donc, le mariage avec Jérémy Delval, qui est notre chef exécutif pâtissier, elle lui a créé une galette sur mesure, unique, feuilletage au beurre, AOP Poitou-Charentes. Vous avez... Ce qu'on voit dessus, c'est le logo de la marque. C'est le logo de la marque. Et puis, à l'intérieur, vous avez du praliné cacahuète avec un cœur au chocolat. Je vous invite à la déguster. Elle est excellente, elle est étonnante et excellente. Et je vous ai mis aussi un bandana, un foulard Kuchten, parce que peut-être que vous allez gagner. En fait, il y a 10 fèves en fait, qui permettent de gagner le fameux foulard Kuchten en cachemire. Moi, j'ai une question pour revenir à des considérations un peu plus pragmatiques. On sait qu'avec le contexte inflationniste, notamment les Français font de plus en plus attention à leur budget alimentaire. Vous faites partie des marques, quand même, qu'on peut dire, d'une offre de luxe. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez constaté, peut-être sur ce mois de décembre, à l'occasion des fêtes, peut-être un changement dans la typologie de votre clientèle ou de vos clientèles au magasin? Est-ce que vous êtes la dépense star que viennent quand même faire les gens qui, en temps normal, auraient plutôt déserté le chemin de vos boutiques? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui soit congruent avec cette évolution dans les budgets alimentaires des Français? Alors, le panier moyen, on va dire, donc la commande moyenne pendant la période de Noël, elle n'a pas évalué, ni à la baisse, ni... Je pense qu'effectivement, lorsque c'est d'un repas de fête, notre clientèle, parce qu'on reconnaît les noms sur les commandes, et comme on les sert, moi-même je les sers la journée du 24, on les reconnaît, ils sont là. Donc en fait, ils ne font pas de baisse de dépenses sur le jour de fête, c'est plutôt sur l'année. L'année, le panier moyen a baissé. On a plus de fréquentation, mais le panier moyen a baissé, en fait. Et ça, on le voit bien. Et on a on n'a pas encore augmenté les prix chez Dalloyau. On a pris 15% en moyenne sur les matières brutes, en fait, d'augmentation des matières brutes. Ça avait commencé par le bœuf au fromage, enfin tout ce qui est lié à base d'œuf ou de lait ou de farine. Là, il y a l'augmentation du prix de l'énergie qui commence à arriver. On a réussi, parce qu'on est plusieurs en fait à négocier nos prix ensemble sous une centrale d'achat, donc on a réussi à limiter à x3 sur 2023, mais x3 c'est beaucoup d'argent, et donc derrière en même temps le pouvoir d'achat de nos salariés, il a fallu aussi travailler. On a augmenté tous nos salariés également. Donc en fait, à un moment donné, on va être obligé de le répercuter aussi sur certains prix. Nous ne l'avons pas encore fait, mais de toute façon, 2023, on n'a pas le choix économiquement de ne pas le faire. Mais on a réussi. Voilà, ils viennent prendre.
on a aussi modifié notre offre de snacking, si vous voulez. Donc notre offre de snacking correspond un peu plus à l'ère du temps, moins chère que l'offre qui était précédente, mais elle a été modifiée. Oui, donc il y a toujours possibilité dans la gastronomie de modifier l'offre justement pour que le constituant soit un peu moins élevé et donc que le coût pour le consommateur soit à peu près équivalent. Ça, c'est toujours possible de le faire. C'est l'avantage des produits en fait que l'on peut bouger. Peut-être une dernière question justement sur l'augmentation des prix, la flambée des prix de l'énergie. Là, on voit que la profession des boulangers est en train d'agoniser. Un boulanger a annoncé sur BFM TV avoir une facture d'électricité de 12 000 € le mois dernier. Vous, est-ce que vous souhaitez une solution de la part du gouvernement? Est-ce que vous demandez le retour du quoi qu'il en coûte? Écoutez, je trouve que le gouvernement, lors de la période très douloureuse de la crise sanitaire, a été présent. A mis en place beaucoup d'aides de différentes natures. Et là, sur la crise d'énergie, a déjà mis 3 aides en place. Il y a le bouclier, il y a l'amortisseur d'électricité et il y a l'aide sur l'énergie. Si votre dépense énergétique est supérieure, je crois, à 3% du chiffre d'affaires. Et effectivement, j'ai découvert comme vous ce matin les mesures du gouvernement spécifiques aux boulangers-pâtissiers. Donc je pense que le gouvernement, et on a beaucoup de chance en France, et je remercie le gouvernement parce qu'ils pensent, ils réfléchissent, ils mettent en place, des fois c'est un peu de test and learn, hein. On ne sait pas si c'est applicable ou pas applicable, mais en tout cas ils y réfléchissent. Et alors que dans d'autres pays, outre-Manche par exemple, vous avez énormément de boulangers pâtissiers qui ont déjà fermé la porte, ou des restaurateurs, parce que la facture énergétique a déjà dépassé les 80% sur l'exercice précédent. Donc je pense qu'effectivement il y a des métiers en tension, mais que le gouvernement y pense. Et c'est pas facile à mettre en œuvre, hein. C'est pas facile à réfléchir, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais en tout cas ils sont là. On a entendu votre message et c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire. Chacun n'aura pas les mêmes dispositifs. Merci beaucoup Laurent Pfeiffer. Je rappelle que vous êtes président de la maison Dalloyon. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco. Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De très très bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année Noémie d'ailleurs. Bonne année 2023 à vous aussi. Les fêtes c'est déjà terminé et c'est l'heure du bilan de l'après-Noël pour les commerçants et plutôt un bilan contrasté, plutôt en demi-teinte. Oui, en effet, alors que le bilan de début décembre était mitigé, eh bien, la semaine de Noël a quand même enregistré une belle croissance, plus 10% sur les volumes des produits grande consommation et plus 25% sur le chiffre d'affaires. Selon l'IRI, le développement de la fréquentation porte la tendance dans les magasins. La semaine du 19 décembre, on a noté plus 10% de trafic par rapport à 2021, notamment dans les points de vente de 3600 m² à 7600 m². Les hypermarchés ont constaté une augmentation de plus de 2% en volume et 13,6% en valeur. Et c'est la plupart des rayons alimentaires qui ont porté cette tendance. Les boissons, la crèmerie, toutes sortes de... Et puis face à l'inflation, les Français se serrent la ceinture et dépensent moins, surtout dans le secteur de l'habillement. Oui, morosité généralisée en France, c'est ce que révèle une étude menée par le cabinet de conseil Wavestone pour sonder l'état d'esprit des Français. Ils sont 75% à affirmer à diminuer leur achat en 2023. L'habillement et l'électricité sont à égalité avec 80% des Français qui diminueront leur consommation dans ces secteurs. L'alimentation est le domaine le moins touché avec 67% des Français qui ont annoncé baisser leur consommation dans ce rayon. Et depuis ce 1er janvier, la vaisselle jetable est interdite pour la restauration rapide. Fini les gobelets, emballage carton. Place à la vaisselle réutilisable. Quels sont les établissements qui sont concernés ? Oui, en effet, depuis le 1er janvier, la vaisselle jetable est interdite dans tout ce qui est McDonald's, KFC ou encore Burger King. Alors cette obligation, elle concerne la vente sur place dans les restaurants de plus de 20 couverts et c'est au total près de 40 000 établissements. Cette mesure elle permettra de mettre fin au gaspillage de 20 milliards de contenants jetables utilisés dans la restauration rapide chaque année. Les grandes enseignes de restauration rapide doivent donc proposer de la vaisselle lavable et réutilisable, le plus souvent en plastique, et un fonds de 50 milliards par an accompagnera les restaurateurs indépendants dans la mise en place de nouvelles solutions d'emballage réemployables. Et une nouvelle supérette autonome vient de voir le jour. Elle s'appelle API. Située en zone rurale, ces épiceries de village ont pour objectif de recréer des lieux de vie. Il y a plusieurs ouvertures à prévoir.
Oui, exactement. La première API a vu le jour il y a un mois à Clé, en Charente, dans un petit village de 1000 habitants, dépourvu de commerce. Et cette ouverture, elle a l'espoir de redynamiser le village. Alors, ces nouvelles supérettes connectées en libre service ont l'apparence de mobil-home en bois de 40 mètres carrés environ. Et c'est une idée de fondateurs. Les fondateurs sont issus du monde rural et ils sont partis du constat que sur 35 000 communes françaises, 23 500 sont dépourvues de commerce alimentaire. Leur objectif, c'est donc d'apporter un service quotidien de proximité aux habitants de communes et de villages. Comment elle fonctionne concrètement, cette supérette autonome ? Eh bien, c'est très simple. Il faut se créer un compte client sur Internet ou directement sur la supérette. Et grâce à un QR code, on peut rentrer dans la supérette et on peut donc faire ses courses de manière très simple. Il n'y a pas de caissière, donc il faut payer directement par carte bancaire. C'est vraiment un magasin autonome. Il est équipé de caméras pour empêcher le vol. La supérette, elle propose 700 références, donc des produits du quotidien, des marques nationales et de distributeurs. 70% des produits qui sont proposés sont des produits Carrefour qui ont des prix similaires à ceux qu'on peut trouver dans les supermarchés. Il y a aussi des produits qui sont fournis par les producteurs locaux, comme par exemple les œufs, le lait, les pâtes. Et au total, c'est une quarantaine de supérettes qui devraient voir le jour cette année. Et Happy ambitionne d'implanter 600 supérettes au cœur des villages partout en France d'ici à 2028. Merci Eva, vous nous avez donné quelques indicateurs du bilan des fêtes de la grande distribution. On va continuer de décrypter cette période importante pour les commerçants tout de suite avec Laure Barillon. Focus Retail, le focus. Et on retrouve Laure Barillon, consultante chez Altavia Native pour le Focus. On vient d'en parler, le bilan des fêtes de Noël qui est finalement plutôt contrasté cette année. Et oui, Noémie, tout à fait. Alors en fait, on peut se dire que ces fêtes de fin d'année ont été marquées par une préparation en 3 temps. Déjà, il y a eu la période du Black Friday pour tous ceux qui anticipaient. Ensuite, s'est ouvert la période de début décembre qui était relativement faible pour le commerce, que ce soit le commerce de bouche ou la préparation des cadeaux. Et en revanche, sur les 10 derniers jours de décembre, on a effectivement vu un regain des commerces et notamment en faveur du local, de la proximité, et notamment les marchés de Noël qui ont fait, on va dire, des beaux scores cette année, même si on n'a pas encore tous les chiffres. Donc on peut se dire que sur cette fin d'année, finalement, la crise n'a pas eu raison de ces valeurs de fête. Alors la période de Noël n'a pas suscité la même fièvre acheteuse que l'année dernière, donc les Français ont moins dépensé, mais est-ce qu'ils se sont tout de même fait un peu plaisir ? Alors ils se sont tout de même fait plaisir, bien sûr, peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que entre l'année dernière et cette année, le budget global sur les cadeaux était quand même de 15 € de moins. On reste quand même sur un budget de 243 € à peu près pour environ 9 cadeaux pour 6 personnes au niveau du budget des Français, dans les prévisions qui étaient données en décembre. Mais parmi ces cadeaux, il y a eu une faveur, un renouveau en faveur de la seconde main. C'est-à-dire qu'on a 52% des Français qui se déclaraient très favorables au fait des cadeaux de seconde main. Et 43% d'entre eux le font pour des raisons économiques. Et il n'était que 29% à déclarer cette raison-là l'année dernière. Donc on voit que finalement, se faire plaisir, oui, mais finalement avec des motifs et des façons de faire un peu différentes. Et qu'est-ce qu'il en est pour les repas de fête ? Alors les repas de fête, ça reste quand même la valeur refuge des Français. On l'a vu avec l'interview du président Dalloyau tout à l'heure. Ça reste effectivement un budget sur lequel les Français ne rognent pas. Ça permet de décompresser aussi. Ça permet de décompresser. Alors il y a eu bien sûr ce qu'on appelle la crise du foie gras cette année, mais malgré tout, les Français ont fait preuve de créativité pour même cuisiner de façon maison avec des produits peut-être un peu plus prestigieux que d'habitude. En tout cas, on est sur un budget qui a été préservé. Merci beaucoup Laure Barillon. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. On va parler numérique et pâtisserie. À tout de suite. Focus Retail, le pitch. Et s'il devenait possible d'imprimer les gâteaux ? Vous avez décidé de révolutionner les fourneaux. Marine Collier-Baillet, bonjour. Vous êtes fondatrice de la pâtisserie numérique. Vous avez un parcours plutôt étonnant. Diplômée de l'ESSEC, puis vous avez décidé de passer un CAP de pâtisserie pour ensuite devenir stagiaire chez Cédric Grolet au Meurice. Et là, vous avez eu une idée, développer une imprimante 3D culinaire. À quoi sert-elle exactement ? Alors l'idée, c'est vraiment pas de remplacer le pâtissier. L'idée, c'est de venir automatiser en fait une partie des tâches de la fabrication d'un gâteau pour leur permettre de se concentrer sur l'association des textures, des saveurs, sur la partie créative, mettre les fruits, le décor, la partie artistique, quoi.
Donc c'était vraiment réfléchir à automatiser la production d'un biscuit grâce à une imprimante 3D, la technologie numérique de manière générale, pour faire évoluer aussi le métier de la gastronomie en lui permettant d'intégrer des nouvelles techniques de mécanisation et puis aller plus loin dans la créativité des desserts. Alors, vous nous avez amené quelques créations. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu à quoi ça sert? Ça sert à finalement créer des moules, des fonds de tarte surtout, des biscuits? Oui, ça va être des structures prêtes à garnir ou des décors. Alors là, je vous présente 2 pièces qui seraient vraiment hyper difficiles à réaliser à la main. Donc, c'est une chaîne qui est d'un seul tenant. Il n'y a pas d'assemblage, en fait. Elle sort directement comme ça de la machine. Donc ça, c'est impossible à réaliser à la main? Oui, il faudrait réaliser chaque anneau, le couper et puis ensuite l'assembler, le recoller. Alors que là, vous avez juste à créer le fichier 3D et ensuite vous le sortez directement de la machine comme ça. Donc ça va être une pâte sablée cacao. Ici, voilà, par exemple, c'est une grille qui va être en pâte sablée nature. Voyez, pareil, en fait, le fait d'arriver à faire quelque chose d'aussi alvéolé, ça prendrait beaucoup de temps. Après, ça permet d'aller plus vite dans l'assemblage, le montage. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est effectivement d'accélérer ça. Là, ça va être un exemple d'un contenant que j'ai garni pour vous donner une idée. Donc, il va sortir la petite cup café gourmand comme ça directement de la machine. Et puis, voilà, je l'ai garni avec de la mousse au chocolat. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on poche de manière simple et gourmande aussi minute en fonction de ce que veut le client final. Alors, qu'en pense notre experte? Écoutez, vous avez commencé en expliquant qu'effectivement, vous ne preniez pas la place du côté créatif. Et moi, la question que je me pose forcément un peu spontanément, ça pourrait presque paraître antinomique, le côté technologie et la vision qu'on peut avoir de la pâtisserie traditionnelle, vraiment à la main. J'imagine que voilà, ce produit, quand vous êtes allé le présenter, le vendre, comment vous avez fait passer ce message-là? Comment il est reçu? Parce qu'effectivement, ça peut presque faire un peu peur. Il y a une notion de tradition et les gens se disent la tradition c'est quelque chose qu'on vient faire à la main. C'est ça. Donc et puis c'est aussi un peu ce qu'on voit souvent même dans les vidéos Instagram des pâtissiers, ils montrent qu'ils sont en train de tout faire à la main. Bon, je vous rassure, dans un laboratoire de cuisine il y a quand même beaucoup de machines qui, je pense notamment à un laminoir. Personne n'étale sa pâte feuilletée vraiment au rouleau encore à la main comme on peut le faire à la maison. On a des outils pour ça. Alors pour Instagram aller plus vite. En tout cas, il y a la communication et puis il y a la réalité de la production, on va dire, pour pouvoir faire des centaines de pièces ou des milliers de pièces tous les jours. Il faut bien arriver à automatiser certaines choses, primo. Et puis, il y a une question économique, c'est-à-dire qu'à un moment, la réponse, elle est là. C'est vraiment très compliqué comme métier. C'est un métier difficile où on passe vraiment 90 heures par semaine en moyenne pour un artisan boulanger-pâtissier. Une rentabilité qui est à 3% au final en moyenne en France. Donc c'est des métiers qu'on appelle des métiers de passion parce qu'il faut être mordu quand même pour aller là-dedans. Et ils savent compter. Donc à partir du moment où on vient leur proposer une solution à un coût acceptable qui leur permet de faire plus de chiffre d'affaires ou de mettre leur gaz sur des choses plus intéressantes, ils sont à l'écoute. C'est des patrons comme n'importe quel entrepreneur. Et justement, parlons chiffres. Combien de bases de gâteaux peut-on réaliser avec une imprimante 3D? Alors, une tartelette comme ça, on arrive à en faire 300 par jour. Donc quand on fait tourner la machine après un régime, pourquoi 300? Parce que c'est à peu près la quantité moyenne qu'on prépare d'avance pour sa semaine dans une boulangerie-pâtisserie artisanale, mais on travaille aussi sur une version XXL de la machine pour des industriels de la boulangerie-pâtisserie, notamment Jacquet Brossard, avec qui on a signé un partenariat de R&D. En fait. Vous travaillez vraiment à destination d'un public averti, les restaurateurs, les pâtissiers, les artisans, mais aussi vous souhaitez vraiment travailler avec l'ensemble de la profession, aussi des industriels. Oui, c'est les industriels, ils sont venus nous chercher parce que pour eux, cette technologie d'impression 3D, elle n'est pas si choquante en fait. C'est quelque chose qu'ils regardent depuis longtemps et qui se demandaient comment apporter l'innovation de l'impression 3D alimentaire, la personnalisation que permet de faire la fabrication additive, elle est importante, c'est un sujet important pour les industriels de l'agroalimentaire. Donc là, ils y voient une réponse. Et puis moi, ça m'intéresse parce que on a tous goûté un savane, on a tous goûté un brownie de chez Brossard. Et donc, c'est un goût qu'on connaît, qui est consensuel. Et je veux arriver à faire cette machine à la fois des goûts consensuels et puis des textures et des goûts totalement inédits. Et combien ça coûte? Alors, on loue la machine 500 € par mois.
Et le procédé fonctionne avec de la poudre. Un gâteau, c'est un mélange d'éléments solides et d'éléments liquides. Donc le pâtissier lui prépare l'appareil à biscuits. Et puis nous, on fournit cette poudre qui est processée d'une manière un peu différente. Donc une granulométrie un peu différente, comme dans un business d'imprimante classique, j'ai envie de dire. Donc 500 € de location de la machine et ensuite à peu près entre 500 et 1000 € consommables. Oui, le goût, c'est vraiment un goût de pâte sablée. Classique, ça peut être un goût de génoise ou de brownie classique ou même de macaron. Voilà comment le numérique vient en aide aux humains. Merci beaucoup Marine Collier-Baillet. Vous êtes fondatrice de la pâtisserie numérique. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine avec Laure Barillon. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Et on trouve Laure Barillon, vous êtes consultante chez Altavia Native. Selon Allianz Trade, le pire est à venir avec la hausse des prix. Le budget alimentaire des Français pourrait flamber. Oui, effectivement, Noémie. Le prix annoncé, c'est 224 €. 224 €, ce serait l'augmentation probable du budget alimentaire des Français. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça devient plus cher de bien manger ? Il faut mettre ça en regard avec l'actualité. Une augmentation des prix, c'est bien sûr à mettre en lien avec l'inflation, à savoir que l'augmentation du prix des produits de la consommation a été de 8% en un an. Et 67% des Français sont plus soucieux de leur budget alimentation depuis que ce taux d'inflation est en hausse. Donc on va tous devoir se mettre au régime finalement. Ou pas, dans la mesure où on évoquait tout à l'heure le fait que l'alimentation, pour beaucoup de Français, restait une valeur refuge. Et d'ailleurs, 61% des Français, pour reparler de chiffres, considèrent que l'alimentation, elle est vraiment motivée par le plaisir. Donc ça tendrait à nous faire penser qu'on est quand même sur un poste budgétaire qui va tenir malgré les augmentations. Peut-être qu'on peut parler de changement de paradigme pour l'alimentation, en particulier depuis les confinements, depuis le Covid, où on cuisine davantage, on cuisine chez soi. Et des éléments qui étaient très culturels, très franco-français, se sont vus renforcés. C'est-à-dire que 82% des Français estiment que la cuisine est un élément central dans leur vie, à la fois le lieu, qui est un lieu où on se retrouve, et le moment. 2h13, c'est le temps passé à table chaque jour par les Français. Et aujourd'hui, 62% des Français disent très officiellement cuisiner à domicile. Voilà, et pour allier plaisir et budget, c'est peut-être l'occasion de fabriquer sa galette des rois toute seule. Eh ben, écoutez, c'est en tout cas quelque chose qui serait cohérent avec les engagements presque aussi RSE, qui consiste à dire... Merci beaucoup. Voilà. Merci Laure Barillon. Je rappelle que vous êtes consultante chez Altavia Native. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site. Également en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.